On est même très loin des années 1990. Et pour en parler, nous avons invité un spécialiste en développement. Ce n'est pas un inconnu. Il s'appelle Norbert Yamba. C'est avec lui que nous allons parler du développement de la République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Yamba. Bonsoir. Monsieur Yamba, pour ceux qui ne le connaissent pas, est directeur général du Centre national d'éducation mésologique de Bukongo. Il est consultant international au développement. Il est leader du mouvement pour la restitution de la République aux citoyens. Il est de la société civile d'en bas. Il est également écrivain et analyste politique. Alors, monsieur Yamba, vous êtes spécialiste en développement. Il y a plusieurs projets de développement dans notre pays, initiés par la communauté internationale, qui met également du paquet. Il y a le gouvernement qui initie. Mais on a l'impression que rien ne marche. Est-ce que vous croyez personnellement au développement de la République démocratique du Congo aujourd'hui? La question elle est très délicate. En fait, c'est comme qui dirait que j'ai une formule pour le développement de la RDC. Je n'en ai pas, mais bon, laissez-nous réfléchir un peu sur la question. La RDC est un pays, et que le pays est composé de ses citoyens, et je ne peux que croire à son développement. Parce qu'effectivement, ce sont les hommes qui humanisent, ce sont les hommes qui modèlent leur environnement. Et tant que les hommes existent, on ne peut qu'avoir la présomption positive du développement de la RDC. Mais croyez-moi, ce développement n'arrive pas comme un jeu du hasard. C'est le fruit de beaucoup de réflexions, le fruit de mécanismes qui doivent être mis en place pour qu'effectivement on déclenche une certaine promotion. Je vous ai suivi là qu'il y a la communauté internationale, à travers les systèmes des Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne, les différentes chancelleries, etc., interviennent dans notre pays. Et il y a d'autre part le gouvernement de la République, à travers son programme, ses différents programmes sectoriels, multisectoriels. Il y a également les privés, notamment les opérateurs économiques, les ONG, tous les différents, les individus, etc. Et donc, c'est la compliance de ces différents acteurs, à la fois étatiques, non étatiques et internationaux, que l'on puisse relever le défi du développement de notre pays. Encore que cela se fasse en suivant des normes, en suivant des principes requis pour qu'effectivement les actes de ces différents acteurs puissent avoir des effets. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses fonctionnent autrement. C'est comme ça qu'on peut avoir l'impression que voilà, le pays ne serait pas développé. Mais en tout cas, si l'on suit le principe et que l'on suit les différentes analyses et les différentes théories qui existent à travers le monde, je pense qu'on peut s'en sortir. Oui, M. Yamayama, on peut s'en sortir, mais à en croire le rapport des institutions internationales ou d'une institution internationale, pour ne pas la citer, le PNUD, le Congo, pour atteindre les niveaux des années 90, doit encore, il faut encore 15 ans, et pour atteindre les niveaux de l'année 1960, il faut encore plus de 75 ans. Et vous imaginez tout cela, vous croyez vraiment que le développement est possible dans ces pays? Comment d'abord, quelle lecture faites-vous de ces rapports, vous en tant que spécialiste en développement? En fait, les statistiques, je les aime bien, mais des statistiques trop mathématiques avec autant de précision comme ça me fait tout petit peu peur. Elles sont très alarmantes. Encore que j'aurais souhaité lire ces rapports pour voir un peu ce qu'elles représentent les perspectives qu'ils ont proposées, en fait. Parce que lorsqu'on sait qu'il faut attendre 75 ans pour revenir au niveau de 1960, ou 15 ans pour revenir au niveau des 90, au moment où je sais qu'il y a eu une précarité sociale à 90, etc. Vous voyez ce que cela représente. J'aurais aimé naturellement lire ce rapport et voir éventuellement quelle a été la procédure ou la méthodologie utilisée pour faire toutes ces projections. Mais quand cela ne tienne, et je dois vous avouer que le développement d'un pays est le résultat des efforts de ses citoyens. Et je crois que nous avons eu plusieurs fois des discussions avec vous. Ce n'est pas la communauté internationale qui peut se substituer aux citoyens. Lorsqu'il y a une volonté volontariste des citoyens de pouvoir relever le défi, à travers une volonté politique conséquente, on peut y arriver. 75 ans, c'est beaucoup d'années.
Regardez un peu la situation, par exemple, des Allemands. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient complètement dégradés, ils étaient complètement foutus. Personne n'y entendait qu'on pouvait vraiment voir l'Allemagne se restaurer, etc. Mais lorsqu'il y a eu une volonté politique, un partage des responsabilités au niveau des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques, aujourd'hui l'Allemagne c'est une grande puissance du monde. Oui, il y a cette volonté-là qui a été appuyée par le plan Marshall. Les plans Marshall, etc. Mais nous avons connu aussi plusieurs plans dans ce pays. Plusieurs plans. Vous imaginez que déjà en 1960, lorsque le Belge partait, il y avait au moins 44% de recettes d'exportation en devises sur le plan agricole. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 0,02. Vous voyez ce que cela représente? Oui, mais en fait, là, monsieur Yambayamba, vous appuyez un tout petit peu ces rapports. J'appuie ce rapport. C'est vrai, c'est un peu alarmant. Oui. Mais aujourd'hui, le délabrement est total. Mais le délabrement est total. Mais je ne suis pas d'accord de dire que pour sortir de cette situation, il faut naturellement 75 ans pour reprendre la situation de 1960. Tout simplement parce que si vous voulez déclencher un grand mouvement de développement dans notre pays, il faut cibler les secteurs qui ont des effets d'amplification sur l'ensemble d'autres secteurs. Par exemple, la question des routes. Il suffit seulement d'injecter 1 milliard de dollars aujourd'hui, vous imaginez, pour qu'effectivement ces secteurs soient revus des flottes en comble. Lorsque vous injectez 2 milliards de dollars pour permettre, n'est-ce pas, la réhabilitation des différentes entreprises de notre pays, aujourd'hui, qui sont pratiquement des canots boités, lorsque vous injectez de l'argent, n'est-ce pas, pour restaurer le secteur de l'administration publique, ne serait-ce qu'1 milliard, parce que je connais des pays qui reçoivent de la communauté internationale, notamment des États-Unis, comme l'Israël, par exemple, 4 milliards par an de revenus qui viennent de l'extérieur. Et si on nous donnait cet argent, et que si tous ces jeunes gens, tous nos compatriotes aujourd'hui qui arrivent au pouvoir, qui ont encore de la fraîcheur, et qui sont encore jeunes, qui sont capables d'avoir des imaginations, des innovations, etc. Et si se déterminent systématiquement pour rêver le défi, on ne peut pas attendre 5 ans. On ne peut pas attendre 5 ans. Et là, c'est un travail qui doit se faire avec un peu plus de méthode, avec un peu plus d'imagination, et la responsabilité également des médias doit justement être de mise pour que les différents acteurs, notamment les secteurs économiques, vous voyez combien il faut aller simplement. Moi j'ai vu dans les années 90, la province de Orientale, notamment Kisangani, qui était en situation de développement terrible lorsqu'on avait découvert le diamant, et j'ai vu tous ces jeunes gens qui allaient dans les carrières, etc., revenaient et se tapaient de maison. Et on a vu tout de suite, la ville de Kisangani est en train de changer. Lorsque vous arrivez à Tembo, par exemple, lorsqu'il y a un afflux de moyens financiers sur le marché, et ça a tendance naturellement à changer la physionomie de l'environnement. Mais bon, il faut que cette communauté internationale, de la même manière qu'on a fait un plan Marshall, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, en Europe, pourquoi ne pas le faire pour nous? Le comble aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la communauté internationale a besoin de nous aider, mais ne nous aide pas très profondément, vous imaginez. Parce que, vous avez dit, il y a pas mal de projets qui sont initiés par le système des Nations Unies. Ils déterminent les thématiques. On vous dit, écoutez, cette année, nous allons aider la question de la démocratie. Entre-temps, la question de démocratie n'est peut-être pas une priorité pour la population. Les gens ont envie de manger. Et lorsque vous regardez, par exemple, le budget qui est alloué au secteur démocratie, même si ce secteur est le socle d'amplification d'autres secteurs, etc. Et donc, vous regardez, vous comparez avec ce qui est préservé pour l'agriculture, soit pour l'environnement, soit pour le logement, cela ne représente rien. C'est ça le comble. C'est ça les combles. Alors maintenant, il faut avoir un système, il faut redéfinir l'ordre international, avoir un système où, lorsque on voudrait intervenir dans un pays, et que l'on tienne compte du programme élaboré par ce pays-là, encore que ceux qui élaborent le programme national tiennent compte de ce qui représente les différentes réalités des villages, des quartiers, de rues, etc. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de rupture, il y a un fossé profond entre ce qui est élaboré comme programme au niveau national et ce qu'il y a comme réalité. Oui, d'accord. Monsieur Yamba, on va revenir sur ce programme-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, pour développer le pays, il ne faut pas compter sur l'extérieur. Alors, quand vous dites qu'il faut qu'on nous donne autant pour l'agriculture... Non. Je suis systémicien. Je voudrais fixer mon idée, Philbert, c'est que je ne dis pas qu'il faut entièrement compter sur l'extérieur. Il faut un greffon financier. Qu'est-ce qu'on parle de greffon? C'est un greffage. Il faut qu'on fasse des efforts au niveau national pour faire l'inventaire
un listing de ce que peuvent représenter les différents secteurs qui peuvent générer des revenus pour notre pays. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le nombre de véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa, et si un véhicule pouvait ne serait-ce que payer $1 par mois, combien ça représentait en termes de revenus? Regardez le nombre de maisons, ne serait-ce que dans la ville de Kinshasa. Si dans les taxes territoriales, on peut payer ne serait-ce que $1 par mois, vous voyez ce que cela représente. Ça, ce sont des domaines que je cite comme ça au hasard, sans tenir compte de ce que représentent nos entreprises, hein, bien canard boîtier, mais quand même ils produisent un minimum de revenus, etc. Il y a nos citoyens qui ne payent pas les impôts. Il faut créer des conditions telles qu'il y ait des contributions, des contribuables congolais puissent justement fuir nos revenus. Et donc, de toutes ces recettes qu'on aura à générer sur le plan minier, sur le plan agricole, sur le plan forestier, sur le plan de contributions humaines, etc. Donc, toutes ces recettes faisant combine, on peut voir à quel niveau nous pouvons représenter nos revenus et voir ce que nous manquons pour demander la solidarité internationale. Bon, alors, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'argent, ces véhicules-là ne payent pas? Est-ce que cet argent n'entre pas dans les poches des gens? Eh bien, tout à l'heure, là, vous me parlez de l'informel, on va en parler. Bon, tous ces véhicules, je ne pense pas que tous ces véhicules payent. Il y a des véhicules qui payent, mais parce qu'effectivement, l'État est orphelin dans ce pays, et donc, quand ça tombe au premier niveau d'atterrissage, écoute, l'argent disparaît. C'est cela, en fait. Et alors, maintenant, moi, je pose le principe du idéal, en se disant qu'à s'y poser, dans l'hypothèse que le mécanisme de garde-fous sont mis en place pour que tout ce qui entre puisse justement être versé dans les trésors publics, je crois qu'on peut relever le défi. C'est très important, et on l'a vu avec Laurent de Kabila, quand il est arrivé, etc. On a pas eu pas mal d'aide internationale, mais néanmoins, avec un système d'organisation qui a été mis en place, et donc on commençait à avoir un peu de revenus. Et notre pays, c'est une grande nation avec un minimum de volonté, un minimum d'organisation, on peut y arriver. Aujourd'hui, on est en train de parler de manque d'argent, organisation des élections, tout vient de la communauté. Une somme de 280 millions de dollars. Mon frère, est-ce que cette somme-là, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation au niveau des contributions, des contribuables congolais, on peut y arriver? Je ne dis pas que le gouvernement Anna, il ne voudrait pas, mais je dis que le gouvernement n'a pas donné la capacité nécessaire pour drainer le moyen, c'est-à-dire créer une sorte de confiance mutuelle avec les citoyens, pour qu'effectivement les citoyens comprennent que nous sommes en difficulté, que nous avons la responsabilité de pouvoir appuyer nos caisses. Tel n'est pas le cas. Et donc, lorsqu'on restaure cette confiance, et que le citoyen commence à faire des contributions, et que toutes ces entreprises qui fonctionnent ne sont plus les entreprises de PDG avec des complicités au niveau du gouvernement, je crois que on peut relever le défi. À ce moment-là, il faut, avant de demander derrière, il faut se dire, voilà à quel niveau nous nous retrouvons. Nous avons par exemple 100 millions, et si nous avons besoin de 150 millions, extérieur, donnez-nous 50 millions. C'est cela. Mais le comble aujourd'hui, c'est que même tous les discours, vous suivez de tous les différentes composantes. Nous, à l'extérieur, la communauté internationale. La communauté internationale. Comment on peut, mon frère, comment on peut vraiment développer une grande nation comme la nôtre dans une vision de substitution, c'est-à-dire de remplacement de la communauté internationale par rapport à l'effort local. C'est ça le drame. Et aujourd'hui, le drame va continuer d'avancer parce que la communauté internationale aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a une crise mondiale. Et que même dans tous ces pays, la vieille Europe, bien entendu, il y a ce qu'on appelle la délocalisation des capitaux. Même au niveau de l'Europe, le chômage est en train d'augmenter. Et alors, ils vont essayer de rechercher des solutions à leur niveau. Eh bien, écoute, pour qu'ils cherchent des solutions pour nous, ça pose un problème. Oui, mais M. Lambert, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Vous avez cité les cas d'Israël. Vous avez dit que les États-Unis donnaient plus de 4 milliards contribuer à plus de 4 milliards au budget d'Israël. Vous êtes souvent à l'extérieur. Vous rencontrez même ici sur place des ambassadeurs de plusieurs pays, des responsables des institutions financières internationales. Mais pourquoi on ne peut pas donner beaucoup d'argent à la République démocratique? Parce que nous ne savons pas absorber de l'argent. Hein? Vous imaginez, nous ne savons pas absorber de l'argent. Un pays, un grand pays, vous savez, lorsqu'on négocie avec la Banque mondiale, il faut élaborer des projets bancables, et des projets bien ficelés. Hein, et il faut montrer. Vous savez, avec ce que font les Sénégalais, ils sont 7 millions, je ne sais pas, ils sont 7 à 15 millions chez Mabise, etc. Mais écoute, ils ont des budgets. Lorsqu'ils négocient avec la Banque mondiale, on va jusqu'à 4 milliards. Mais il faut interroger notre budget. C'est combien? À peine 1 milliard, vous imaginez? Et alors, quelle est la proportion qui vient de l'extérieur? Et quels sont les différents projets élaborés? Non, pour la plupart, ce sont des projets élaborés par les experts d'Avant mondial. C'est cela. La peinture de l'hôpital général. Bon, voilà. Un petit pont à Matete.
C'est un peu ça. Donc nous n'avons pas une capacité d'absorption. Nous n'avons pas la bonne capacité de photographier notre environnement et de dégager des problèmes de notre environnement et articuler ces problèmes dans un programme et chiffrer ces problèmes-là. Ça, c'est un problème réel. Effectivement, on a des experts. Hein. On va vous dire, écoutez, au ministère du Plan, il y en a, etc. Mais écoute, on ne resterait pas. Notre capacité de négociation aussi. Parce qu'il faut avoir la capacité de négociation. Je vis, il y a des ministères, en fait, on vous dit, écoutez, fais-nous un programme, et il fait un devis. Or, un programme n'est pas un devis. Hein, et ça, on le sait, et ça existe. Et donc, il y a, au-delà de cette incapacité technique, d'élaboration et de négociation des projets, il y a aussi un problème de crédibilité. Les gens qui donnent l'argent peuvent se poser la question, est-ce que cet argent sera remboursé? Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter l'argent? Et une troisième question, c'est la question de ceux qui reçoivent l'argent. Est-ce qu'ils reçoivent l'argent réellement pour affecter dans les domaines qui puissent justement assurer la promotion de la nation? Est-ce que cet argent ne s'arrête pas en cours de route? Toutes ces interrogations faisant combine, et les gens se disent, mais écoute, on aidera le Congo après. Voilà. On aidera le Congo après. Et alors maintenant, c'est à nous, Congolais, de relever le défi en se disant, oui, effectivement, à un certain moment de l'époque, il y a eu une mauvaise gestion. C'est comme ça qu'on a bousillé 14 milliards de dollars aujourd'hui, qui continue pratiquement à siquer notre peuple. Quand bien même on nous a reconnus parmi les pays indigènes, beaucoup endettés, etc. Donc nous avons fêté nous avons fêté au Grand Hôtel, s'imaginant que voilà, au moins nous avons une médaille, etc. Voilà un peu le ridicule qui ne tue pas dans ces pays. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, chacun ce qui le concerne, au niveau des micro-entreprises, au niveau des institutions locales, au niveau des institutions nationales, que l'on montre notre capacité managériale de pouvoir gérer, non seulement gérer, mais générer de revenus. Et c'est comme ça que nous serons respectés. Bon, alors, monsieur Mabamba, vous entendez parler, vous parlez budget, il faut l'extérieur. C'est comme si le développement d'un pays doit partir du sommet et non pas de la base. Ah, c'est ça justement. On a cru qu'on doit traiter tout un peuple comme un vétérinaire traite ses malades sans demander leurs avis. Vous savez, quand un vétérinaire vient soigner un animal, il ne lui demande pas où est-ce qu'il souffre. Et un peu cet esprit qui a été domestique au sommet de l'État, où lorsqu'on va intervenir en Kimbanseke, bon, c'est le ministre de l'Agriculture qui va les distribuer de où, etc. Je ne sais pas si c'est ça le travail du ministre de l'Agriculture, etc. Voilà, donc c'est tout ça. Alors, est-ce que c'est vraiment le vrai besoin des maraîchers de Kimbanseke? Ce sont les outils, les ou les machettes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé avec eux pour savoir dégager les vrais besoins qui se posent à leur niveau? Ça, c'est un problème. Et donc, on a cru que lorsqu'on est dans un bureau climatisé, lorsqu'on a un diplôme universitaire, on est capable de mieux comprendre les problèmes des paysans que les paysans eux-mêmes. Et la plupart des projets qui ont été élaborés dans ce sens ont connu des échecs flagrants. J'ai vu au Kivu, les gens démonter un pont avec des planches pour aller les utiliser comme bois de chauffe. Simplement parce qu'ils n'ont pas été impliqués. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la littérature voudrait effectivement qu'il y ait l'implication réelle des citoyens dans tout ce qu'on fait, en termes de définition de problème, en termes de recherche de pistes de solutions, en termes de moyens de mise en commun de moyens d'action, en termes d'opérationnalisation des projets. Ça, c'est une démarche à construire. Encore que, il faut savoir comment construire cette démarche. Ça ne vient pas simplement parce qu'on a été tiré d'élite. Il faut une formation, il faut un recyclage, il faut un engagement, une volonté très volontariste. C'est cela. Il me semble qu'on constate jusqu'à preuve du contraire un déficit dans ce sens. Mais oui, mais non, pas un déficit, mais je me rappelle que tous les gouverneurs de province étaient invités ici sur place pour faire l'état des lieux du pays et voir dans quelle mesure on va intervenir. Vous allez dire que tous ces gouverneurs n'ont pas consulté le commissaire sous-régionaux, les administrateurs du territoire, même les paysans avant d'atterrir à Kinshasa. Vous savez, Fubert, moi, j'ai eu, à travers ce que je fais comme métier du développement, je circule à travers le pays. Et je suis en contact avec les administrateurs du territoire, je suis en contact avec les responsables des communes. Et avec mes lunettes de chercheur, j'essaie de photographier la situation. Vous savez qu'un administrateur du territoire doit couvrir son rayon d'action. Et il a au moins 20 jours de circulation, de déplacement dans son territoire. Il a 10 jours pour faire le rapport et adresser ce rapport à la hiérarchie. Mais qu'est-ce que peut représenter un administrateur qui n'a même pas un vélo? Un administrateur qui n'a même pas un vélo, comment il peut circuler? Comment il peut connaître son territoire? Même dans la ville de Kinshasa, dans certaines communes, il y a même des bourgmestres qui n'arrivent pas dans certains quartiers. Et je vous dis la proportion, 1 des 73% des bourgmestres qui n'ont pas encore couvert tous les quartiers.
Et si à Kinshasa, ça pose un problème, et en fortiori à l'intérieur. Alors, est-ce que vous imaginez que le coup d'appel fréquent, c'est pas des gouverneurs de province pour se retrouver à Kinshasa, de manière à discuter pour l'état de lieu? Je salue cette initiative, si ça va dans les sens de pouvoir véritablement photographier l'environnement et la situation réelle de notre pays. Mais je me demande si effectivement ces gouverneurs-là ont eu réellement à visiter, à observer ce qui se passe dans les différents territoires. Mais il me semble que tel n'est pas le cas. Encore qu'il faut se poser la question sur les capacités managériales de photographier, d'articuler les différents problèmes et de les prioriser aussi. Parce qu'aujourd'hui, les nominations se font sur base de militantisme. On ne tient pas compte du profil de tout un chacun. Et j'ai vu même du côté de notre société civile, pour déterminer tel ministre, on dit, bon, telle province va prendre tel ministre, telle province va prendre tel ministre. Il y a les quotas provinciaux. On ne tient pas compte du profil. Et dans une administration comme celle-là, où les gens sont nommés simplement parce qu'ils ont joué le rôle de griot, où les gens ont joué le rôle de bien chanter, de bien danser, et ont réolé un chef ou un individu, etc. Et alors vous allez dire que ces gens-là ont les capacités nécessaires pour élever le défi au grand remède. Il faut donc que lorsqu'on veut changer la situation, et c'est ça qui donne raison tout petit peu, n'est-ce pas, au PNUD ou au système des Nations Unies, de croire que pour revenir au niveau de 60, il faut que 75 ans. Simplement parce que lorsque vous voyez ces gens qui animent ces entités territoriales, qui sont considérées comme des républicains,